Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une série de 2 consacrée au nouveau projet du prolifique Go On Board. Alors pour ceux qui découvriraient les Polonais, Go On Board fait partie de la poignée d'éditeurs AAA qui ne fait que des adaptations de jeux vidéo. Ils ont explosé sur la scène internationale avec leur titre issu de la licence The Witcher, avant de financer une version semi-narrative de Cyberpunk 2077. Aujourd'hui, Go On Board s'attaque à une franchise bien plus intemporelle, et je suis probablement la meilleure personne, ou la pire selon votre point de vue, pour la tester. Le fait est que j'ai dû jouer à Tekken une fois il y a 20 ans sur la console d'un copain, donc j'ai quasiment aucune notion du lore ou des particularités du jeu. J'ai jamais vraiment été attiré par son univers futuriste teinté de coupe de cheveux à la Dragon Ball, lui préférant le légendaire Street Fighter qui a lui aussi connu des adaptations en jeu de plateau, on en reparlera dans une autre vidéo. Je suis normalement le client parfait pour Go On Board, qui revendique avec ce projet de proposer un jeu de cartes stratégique avant tout et pas un jeu fait pour les fans de Tekken, une prise de position assez nouvelle dans l'univers des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau qui me laisse penser que de plus en plus, les éditeurs vont essayer de légitimer leur création au-delà de la fanbase de la licence originelle. Aujourd'hui, on va explorer le flow du jeu, essayer de prendre un peu le pouls de ce Tekken. Ça va donc être du gameplay, mais pas une vidéo règle, j'irai pas spécialement dans les détails. Le but, ça va être de poser les fondations de ce que sera ma review, qui va sortir une fois que j'aurai pu pratiquer un petit peu plus, et puis d'essayer de déterminer quel est le public visé par cette nouvelle campagne dont la date n'est pas officielle à l'heure où j'enregistre cette vidéo. C'est parti. Nous sommes donc, vous le voyez, dans une arène de Tekken, le Tekken de Go On Board, et on peut peut-être parler de la première chose qui va vous sauter aux yeux, c'est que les figurines sont vraiment proprement magnifiques. Elles utilisent cette nouvelle technologie là de plastique transparent, de plastique coloré, que personnellement j'ai découvert quand j'ai testé Blood l'année dernière. Évidemment, on peut craindre une certaine fragilité, vu la taille et la finesse de certains de ses composants. On y reviendra certainement pendant la review, mais la présence sur table en tout cas est vraiment séduisante, et on verra d'autres de ces personnages dans la vidéo qui viendra le mois prochain. Je suis un petit peu moins fan des arènes et de leur ambiance, mais c'est probablement la raison pour laquelle je suis de manière générale moins attiré par Tekken à la base. En tout cas, vous le voyez, la zone de jeu est assez épurée. Vous allez trouver au-dessus le compteur de points de vie avec le compteur de KO, puisque une partie se joue en plusieurs takedowns. La fameuse arène, devrait y en avoir d'ailleurs pas mal, puisqu'il y en avait déjà 4 rien que dans mon prototype, et puis un petit plateau par joueur avec le paquet de cartes dédié, c'est à peu près tout ce qu'il vous faut pour jouer. Go On Board a repris le concept qu'il avait un petit peu entamé avec Cyberpunk, c'est-à-dire qu'un paquet de cartes pour un combattant, ça va être beaucoup comme ça de cartes génériques, auxquelles vous allez ajouter quelques cartes, 4 en particulier, propres à votre combattant, donc des cartes plus puissantes et personnalisées, et aussi des cartes liées à l'arène, ça on va y revenir très vite. Là, on est donc dans le cadre d'une partie qui est en cours. Vous le voyez, Yoshimitsu affronte King et chacun a déjà réussi à mettre l'autre KO une fois. Vous voyez également que Yoshimitsu est assez mal en point puisqu'il est en dessous des 50% de points de vie. Et comme l'indique le petit jeton, c'est lui qui est attaquant maintenant. Alors la partie se découpe en string, ce qui n'est pas forcément un terme très heureux en français, qui fera certainement réagir certains des abonnés, comme Anto, salut Anto, et j'attends ton jeu de mots le plus épique. En tout cas, mon string, qui va être un enchaînement de mes tours, va durer tant que mon adversaire ne me contre pas mes attaques, ou tant que je ne suis pas à court d'emplacement de cartes sur mon plateau, c'est-à-dire par défaut, je pourrais faire 3 attaques si mon adversaire ne me contre pas avant. Alors dans Tekken, on a constamment 3 cartes en main. On va en repiocher à chaque fois qu'on en pose. Et là, imaginons que je vienne de piocher, pas de chance, je pioche d'office une carte qui va être liée à l'arène. Alors chaque arène du jeu, chaque stage du jeu a ses propres petites règles, même si la forme va être souvent la même. Vous allez avoir des cases particulières, ici des cases par exemple qui vous assomment si vous mettez le pied dedans. Vous aurez éventuellement des murs particuliers qui font plus de dégâts si vous êtes poussé contre eux. Et je l'ai dit il y a 2 minutes, dans votre paquet générique auquel vous aurez ajouté les cartes de votre personnage, vous mettrez aussi des cartes arènes qui vont déclencher divers effets. Et ici, dans Urban Square, l'effet, c'est qu'on va avoir des voitures de police qui vont passer en trombe au milieu de nous et interrompre notre combat. Alors pour simplifier notre exemple, on va dire que Yoshimitsu s'était mis à l'abri parce qu'elle a déjà pris assez cher, ce qui veut dire que cette voiture traverserait le terrain sans encombre. Donc on la remettrait ici pour la prochaine fois qu'une carte terrain serait tirée. Celle-ci, par contre, elle va percuter notre King, elle va le pousser, et elle va s'arrêter là, en fait. Elle ne reprendra son chemin que quand une nouvelle carte arène, donc une carte de ce type, sera tirée par l'un des joueurs, ce qui veut dire que d'ici là, King et puis Yoshimitsu, évidemment, ont tout intérêt à se mettre à l'abri. On ajuste donc les points de vie de notre King, et maintenant, je peux enfin commencer mon string. Donc cette carte-là, elle va être défaussée. Je vais en repiocher une, puisque je dois toujours avoir 3 cartes en main.
Et puis bah là, c'est à moi de faire mon choix, donc de choisir quelle attaque je vais réaliser. Avant de faire ça, au début du tour, on a quelques possibilités, quelque chose qu'on peut faire, comme changer de stance, changer de position, ce qui permet de défausser complètement toute sa main pour en repiocher une nouvelle. Ça peut être sympa si vous êtes bloqué avec des cartes qui vont pas ensemble ou si vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous pourrez aussi vous déplacer d'une case pour vous mettre au contact. Donc je vais choisir ma première carte. Alors sur une carte, globalement, je ne vais pas aller dans le détail, c'est pas une vidéo règle. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque carte se caractérise par une couleur. Ici, vous avez un type d'attaque, donc haut, milieu, bas. Ça va être les trois possibles. L'effet de l'attaque, et puis un link pour faire des combos avec une carte après, ça on y reviendra tout à l'heure. Imaginons donc que je choisisse cette carte jaune qui est une attaque haute. Je la placerai face cachée devant mon premier emplacement. Et puis là, ça va être à mon adversaire, donc à King, le défenseur, d'essayer de punir cette attaque. C'est le terme du livret de règles, c'est-à-dire de deviner si l'attaque sera une attaque haute, moyenne ou basse. Alors, je vais pas vous cacher que, bon, pour l'instant, j'ai fait qu'une seule partie. On a pas mal essayé de deviner au hasard. Ceci étant, l'éditeur insiste sur le fait que, en prenant garde aux cartes qui ont déjà été jouées, en prenant garde aux compositions de cartes qu'on voit ici, le nombre de cartes spéciales de chaque type qui composent le paquet de l'adversaire, en faisant attention aussi aux combos qu'on peut réaliser ici, il est possible de deviner assez rationnellement l'attaque à venir. En tout cas, on n'en est pas encore là. Donc, disons que mon adversaire dit attaque basse. Eh ben, pas de chance, il s'est trompé, donc je lui révèle la carte, je lui montre qu'il s'agit d'une attaque haute, et cette attaque haute, quand je la réalise, eh bien, quand je la résous, je vais lui infliger 2 dégâts. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. King perd 2 points de vie. Je repioche une carte puisque ma main doit toujours contenir 3 cartes. Et puis, donc mon string n'a pas été interrompu. Il me reste des emplacements ici. Je vais pouvoir continuer à attaquer. Pour ma deuxième attaque, je vais choisir cette carte. Vous le voyez à l'illustration que c'est une carte qui est propre à Yoshimitsu. C'est pas une carte générique. Et ça va se caractériser, entre autres, souvent, par le fait que vous ayez pas mal de links ici. C'est-à-dire que quelle que soit la carte que vous aurez après celle-ci, elle sera toujours connectée à quelque chose, donc vous aurez toujours un pouvoir bonus. Je la place aussi face cachée, je vous refais pas le sketch. Imaginons que King soit aussi mauvais que moi dans la vraie vie, qu'il n'arrive pas à deviner. Il dise attaque moyenne, perdu, donc vous l'avez vu, c'est une attaque basse. Je la pose ici, et là, je vais avoir pas mal de choses, pas mal d'actions que je vais pouvoir réaliser. Notez que ces actions, dans le cadre d'une attaque, peuvent toujours être réalisées dans l'ordre de votre choix. D'abord, on a l'effet de ma carte. Vous avez vu, il y a un pied, c'est un déplacement, et un coup de poing, c'est un dégât. Mais avant ça, je vais avoir envie d'appliquer l'effet qui m'est accordé par le connecteur, puisque comme le connecteur est en bas et que j'ai réalisé une attaque basse, j'ai le droit de valider, d'utiliser également cette icône ici. Cette icône ici, c'est une mise au sol. Donc, mon King se retrouve par terre, et chaque dégât qu'il va prendre à partir de maintenant jusqu'au début de son tour sera augmenté de 1. Donc ça va tout de suite me permettre de comboter beaucoup plus, d'aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus mal. Ensuite, donc allons-y, je pourrais me déplacer. Alors je pourrais par exemple me déplacer ici en me disant, si plus tard j'ai une carte qui me permet de pousser, je pourrais le pousser contre la voiture et lui faire des dégâts. Je lui fais un dégât par contre avec le point qui est sur ma carte. Donc on fait encore descendre ses points de vie. Et c'est pas tout, puisque vous le voyez sur mon plateau ici, j'ai 2 combos qui me sont propres, 2 déclencheurs avec des effets particuliers. Et là en l'occurrence, si je joue une carte jaune, puis une carte de mon choix, et qu'évidemment les 2 touchent, j'ai le droit d'effectuer l'action ici qui est propre à Yoshimitsu, qui est de tourner la roue de Manji, c'est ce petit milieu-là. Donc, bon là c'est un prototype, ça tourne pas dinguement, mais j'imagine qu'on devrait faire quelque chose comme ça et appliquer les résultats. On va avoir des dégâts qui peuvent être assez vilains. J'avais cru, non, je crois qu'il y avait du soin, mais non, c'est que des dégâts. Donc c'est un petit peu aléatoire, mais c'est un bonus sympa. Et ça fait partie en fait un petit peu aussi du charme du jeu, en plus des arènes qui vont avoir des déclencheurs. C'est qu'on a pas tous les personnages, mais certains les plus experts vont avoir comme ça une petite mécanique, hein, une petite chose propre. J'ai choisi King aussi parce qu'il en a une et je vous la montrerai tout à l'heure. Ce qui fait que on va parfois, donc encore une fois avec les persos peut-être les plus stratégiques, les plus complexes, aller au-delà de juste bluff de cartes. On a aussi cette petite chose en plus, cette petite mécanique qui vraiment vous différencie des autres. Et j'imagine, mais alors là je pourrais pas l'assurer à 100%, doit être aussi particulièrement thématique par rapport aux jeux vidéo. Je repioche, donc je suis toujours à 3 cartes, hein, je vous le rappelle. Et puis disons, je choisis, allez je vais faire quelque chose d'assez simple. Je pourrais choisir celle-ci. Que je vais poser face cachée. Mon adversaire, complètement sonné par mes capacités de combat, se trompe encore et essaye de miser sur attaque haute. Il me dit, tu fais une attaque haute, c'est faux, c'est une basse, donc cette attaque passe également. Je vais encore avoir le droit à un mouvement, alors qu'il ne me sert à rien, mais vous noterez que avec ces 2 cartes, si j'avais voulu à un moment arrêter de frapper et me protéger, j'aurais pu reculer donc de 2 cases. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sachant que, alors pas comme ça d'ailleurs, plutôt
comme ça. Ah, ça aurait été compliqué. En tout cas, il est possible, en utilisant tous ces déplacements, de se retrouver à 2 ou 3 cases de l'adversaire. Et comme au début de votre tour, quand vous pouvez vous déplacer que d'une case gratuitement, ensuite, ça vous oblige à claquer des cartes, à cramer des cartes pour essayer de vous rapprocher, être à portée de coup. Ce qui veut dire que si vous êtes sur la défensive et que vous voulez vous assurer que votre adversaire ne vous finisse pas pendant son tour, eh ben, à un moment, au lieu de frapper, il vaut mieux utiliser ces points de déplacement là pour se mettre le plus loin possible et puis temporiser jusqu'à ce que ce soit son tour. Donc je reviens ici, je vais quand même lui mettre son dégât, qui est offert par ma carte, même si je ne fais pas le déplacement. Un dégât donc augmenté de 1, puisque King est au sol, ça fait 2 dégâts. Vous voyez que j'ai réalisé les conditions de mon deuxième combo, j'ai quand même de la chance, j'ai réussi à placer mes 2 combos sans que King ne les voie venir, ce qui est peut-être un petit peu utopique une fois qu'on connaît bien le jeu. Si je joue une carte rouge, ce qui est le cas ici, suivi de n'importe quelle carte, j'inflige autant de dégâts que le nombre de cartes rouges dans mon combo, donc je lui mets 2 dégâts en plus, il se retrouve à 8, sachant que comme il est au sol, faut pas oublier de lui rajouter un dégât, ça fait 7, puisque c'est pour chaque coup reçu que les dégâts sont augmentés de 1. Et je finis par le petit connecteur. Donc vous voyez avec cette carte personnage, j'avais de toute façon un connecteur garanti, quelle que soit la carte que je jouerai en troisième. J'ai choisi celui qui était le plus sympa éventuellement dans ma situation, qui est récupérer un point de vie. Et là par contre, quoi que je fasse, ou presque, on y viendra en fin de vidéo, mon string se termine, je n'ai plus de place pour jouer des cartes, même si je le voulais. Je vais quand même remplir ma main, repiocher ma troisième carte. Mais là, même si King est au sol, c'est à lui de contre-attaquer et d'essayer de faire la différence. Fight! Alors disons maintenant que je suis le joueur 2, je suis King, donc on passe au string du joueur 2, mon King se redresse, et mon King, bon vous le voyez, il a pris quand même un gros tour de bâton, il avait réussi à réduire les points de vie de Yoshimitsu à 7, il se retrouve lui-même à 7, alors que Yoshimitsu s'est un petit peu soigné, donc ça va être compliqué, mais comme je l'expliquais, Yoshimitsu a choisi de tout utiliser, d'ailleurs on aurait pu défausser tout ça, d'utiliser toutes ces cartes pour faire un maximum de dégâts au lieu de mettre de la distance, ce qui veut dire que là, moi, là où j'en suis actuellement, potentiellement j'ai la possibilité de finir Yoshimitsu, de le mettre par terre, d'épuiser ses points de vie avant la fin de mon string, avant que lui puisse donc avoir l'occasion de me finir, et on est vraiment sur le One Taille. Alors je vais la faire un petit peu plus rapide pour le début, je vais choisir ma première carte, vous vous doutez que j'ai un petit peu préparé mon coup, on va choisir celle-ci qui est elle aussi, vous le remarquez, propre à King et qui n'est pas une carte générique. Encore une fois, tous les connecteurs offerts pour le combo après, donc c'est plutôt confortable. Potentiellement de dégâts. On va imaginer que Yoshimitsu, trop en confiance, n'arrive pas à deviner mon attaque et dise « tu fais une attaque bas », alors que c'était une attaque haut. Donc, cette attaque se réalise, je lui mets 2 points de dégâts. Et là, tout de suite, avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre, j'en bafouille. Vous voyez que je suis passé sous la barre des 6 points de vie, que ça me part à changer de couleur. Pourquoi? Parce que dans mon état actuel de blessure, je suis très en colère en tant que Yoshimitsu, et quand je passe sous les 6 points de vie, je vais pouvoir aller déclencher un effet de rage. L'effet de rage, ça fait partie des petites créations de Go on Board, histoire de rendre son jeu un petit peu plus original, un peu plus sympa au niveau bluff également, un petit peu plus unique. Et ça fonctionne comme ça. Au début de chaque round, donc chaque personnage a 2 cartes rage différentes. Au début de chaque round, vous allez en choisir une des deux, et la placer, vous l'avez vu, un face caché à côté au-dessus de la barre de points de vie. Quand votre personnage va se retrouver en dessous des 6 points de vie, il va pouvoir à ce moment-là activer son pouvoir de rage. Donc ça va être à la fois du bluff et de la stratégie, dans le fait que même si votre adversaire connaît bien le jeu, il ne peut pas savoir quelle carte vous avez choisie. Et dans certains cas, si votre adversaire vous fait passer sous la barre des 6 points de vie et qu'il est déjà lui un petit peu faiblard, ça peut se retourner contre lui, parce que peut-être que cette carte rage va pouvoir le punir, voire le finir. Donc il y a vraiment toujours un trigger, quelque chose de déterminant à passer sous les 6 points de vie. Et ça permet peut-être, j'imagine aussi, de rééquilibrer un peu le jeu et d'empêcher que ce soit trop monolithique. C'est-à-dire que bon, si jamais vous vous faites éclater par l'adversaire, ce qui arrive assez souvent finalement, c'est un jeu assez rapide, assez punitif, vous avez quand même, avant la fin, une possibilité de faire une remontada, une bravade, sachant que parfois il suffit d'un petit détail, il suffit comme ça d'un début d'enchaînement de combo, de quelque chose comme ça, pour retourner une partie, vraiment, enfin, du peu que j'ai vu, ça peut se retourner très vite. D'ailleurs, vous l'avez vu là juste avec un exemple de tour, à quel point un mauvais placement ou un bon enchaînement peut backfire. Donc là, Yoshimitsu, à partir de maintenant, aura accès à la carte rage qu'il aura choisie. Là, j'avais placé les deux, il n'en aurait choisi qu'une. On voit que c'est un petit peu dans son thème, hein. Il aurait possibilité, par exemple, de soigner et de mettre des coups, ce qui serait assez dramatique pour notre King actuellement. Donc je repose ça ici. Et puis, on va quand même continuer le tour de King. Donc King qui va repiocher une carte, hein. Et alors là, on va essayer de varier un petit peu. Il va poser cette carte-là, face cachée. Donc, disons que pour la dernière fois, Yoshimitsu n'arrive pas à deviner, pour l'exemple, hein, il dit attaque haute, c'est une attaque basse.
c'est encore une fois une carte, j'ai de la chance, hein, c'est encore une carte propre à King, donc qui va connecter automatiquement. Je vais appliquer tous mes petits effets là, c'est même pas le plus important, vous avez compris maintenant comment tout ça fonctionne. Ce qui est sympa, donc, c'est de vous montrer son pouvoir à lui. Donc, si j'arrive à faire n'importe quelle carte suivie d'une carte bleue, et que je touche avec les deux, déjà, je vais projeter mon adversaire. Donc, ça veut dire que là, 2 cases, dans un sens ou dans l'autre, horaire ou anti-horaire, ça veut dire que déjà, je pourrais l'expédier dans ce mur en fusion et lui infliger des dégâts juste avec ça. Et j'aurai le droit, alors, avec cette carte-là, c'est un petit peu gâché finalement, parce que j'aurai le droit à une barre de connecteur gratuite. Mais en mettant cette barre de connecteur de déplacement, là, finalement, je perds un petit peu. Il n'y a que des pieds là-dessus. Je perds un petit peu par rapport à celle-ci qui me permet de pousser, de frapper. Et là, moi, j'ai besoin de finir mon adversaire. Donc, j'imagine que dans le meilleur des cas, je serais allé chercher une carte bleue un peu plus générique. Et là, j'aurais eu tout intérêt à mettre des déplacements partout. C'est mieux que rien. Et donc, voilà, ça, c'est la particularité de King. Quand il arrive à faire des combos en plus de l'effet, donc projection ou dégâts, il va pouvoir rajouter des connecteurs. Alors, celui-ci, bien sûr, c'est le meilleur. Hein. Ça veut dire un dégât offert sur la carte suivante, quelle que soit l'attaque réalisée. Ça lui donne un tout petit peu de flexibilité aussi, l'assurance d'aller chercher la petite icône en plus dont il peut avoir besoin. Maintenant, on va retourner la situation quand même, parce que ça va bien. Les combattants aveugles, là, imaginons que, voilà, donc j'ai vu cette carte, et Yoshimitsu dit, donc je l'ai joué face cachée, évidemment, et Yoshimitsu me dit, attaque moyenne. Ah mince, je retourne la carte, c'est bien une attaque moyenne, il a réussi à me contrer, il va me punir. Donc là, l'effet est immédiat, mon string s'arrête immédiatement. Là, mes attaques, c'est fini. Il apparaît, contrez ce que vous voulez. Donc mon tour s'achève tout de suite. Et en plus de ça, il va récupérer ce petit jeton de punition, là, l'ami Yoshimitsu, qui a vu clair dans mon jeu. Il va le poser ici. Et ce jeton signifie que sa première attaque, donc là, qui va venir tout de suite, hein, c'est le début de son tour, il a repris la main. Cette première attaque, elle va être posée face visible et elle sera incontrable. Donc là, je ne sais pas si c'est la meilleure. Si, ça pourrait être la meilleure. Ça pourrait me permettre de faire déplacement, de le pousser dans la voiture, et puis éventuellement d'enchaîner avec pas mal de cartes rouges pour faire ce combo-là. Donc c'est l'autre versant de la pièce. Si, même si ça n'a pas l'air d'être toujours très très facile, vous arrivez à deviner ce que va faire votre adversaire, vous mettez fin à son tour tout de suite, et vous boostez, finalement, vous prenez un très très bon départ par la suite, puisque votre première attaque est incontrable, ça permet d'amorcer un combo, voire plusieurs combos. Et les combos d'ailleurs, il n'y en a pas qu'ici, on va y venir tout de suite. Alors, ce que j'essaie de vous transmettre jusque-là, c'est qu'on est sur un jeu, certes stratégique, de bluff, etc., mais aussi un jeu finalement assez nerveux, où l'erreur va être punie très vite, et où les rounds ne durent pas forcément très longtemps. Et Grunborn a pensé finalement, de manière assez judicieuse, je pense, à une façon très risk-reward, encore une fois, très risquée, mais potentiellement dévastatrice, de mettre fin à un round qu'on sent bien, ou au contraire qu'on sent pas. Ça va être toute la liste des combos qui sont là-haut. Mais alors, vous allez me dire, il y a 4 cartes, et on peut en poser que 3, comment on fait? Et bien, une fois par round, on va pouvoir utiliser la barre de hit. Alors, c'est ce que je comparerais, sans être un expert, à la barre de super ou d'ulti qui est dans Street Fighter. Dans Street Fighter, vous avez un coup en plus, finalement, un coup surpuissant. C'est souvent ça qui est mis en avant dans les jeux de société Street Fighter. Ici, c'est une barre de hit que vous pourrez consommer une seule fois. Donc là, si je suis Yoshimitsu, j'ai cette barre-là, je le sens plutôt bien, j'ai des cartes dans ma main qui sont pas trop vilaines par rapport à ce que j'aimerais faire ici, eh bien, je dépense mon hit, oups, je casse le jeu, et ça va me permettre tout simplement de placer 4 cartes, au lieu de 3 sur mon plateau. Alors ça peut être intéressant pour finir, hein, pour faire donc ces gros combos-là qui permettent de faire des dégâts en plus de tous les effets des cartes. Ça va permettre aussi éventuellement de bypass un petit peu, d'ignorer une carte assommée comme ça, puisqu'une carte assommée vous fait perdre finalement une place sur votre plateau. Et si vraiment vous avez besoin de ce combo de 3 pour terminer ou faire quelque chose de bien, grâce au hit, vous pourrez faire 1, 2, 3, ou en tout cas 1 qui ne compte pas, 2, 3, 4. Donc ça vous permet quand même de placer votre combo. Donc c'est du tout ou rien. On l'utilise qu'une fois. Si on se plante avec la première attaque est contrée, c'est terminé. Et c'est pas évident, parce que si je commence à jouer 2 cartes rouges, là il y a quand même de grandes chances que mon King, il me voit venir et il contre correctement. Malgré tout, ça peut être un finisher surpuissant si vous arrivez à surprendre l'adversaire. C'est-à-dire que vous me singez par exemple le fait de vouloir aller faire ça et en fait vous placez 4 cartes rouges pour avoir un énorme bonus ici. C'est tout à fait jouable. C'est là où se joue le mind game finalement, plus que sur une carte à l'unité que vous allez poser et que l'adversaire va devoir essayer de deviner un petit peu au doigt mouillé. Là, sur des gros enchaînements comme ça, qui sont déterminants pour la fin de la partie, ou en tout cas pour le round en cours, c'est là où je pense que le mind game, la connaissance du jeu, l'anticipation par rapport à ce qui est affiché, donc ici, hein, les ressources dans le paquet, les gros combos possibles, éventuellement les petits, c'est là que se fera la différence.
Voilà, vous avez normalement une petite idée de ce que propose ce Tekken. Donc une grosse composante de bluff et de guess, d'intuition, mais aussi des mécaniques de combo et de surprise qui ont été liées aux arènes et qui font que les parties ne se ressemblent pas. D'autant moins qu'une partie de ces personnages, on vient de le voir, est dotée de petites mécaniques propres, très thématiques et intéressantes. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une review en bonne et due forme, une fois que j'aurai bien pratiqué le jeu et tous les modes disponibles. D'ici là, je vais essayer de caler un podcast avec les ludovores. Je vous promets rien, je vais faire au mieux. Vous savez que je vais pas être beaucoup là pendant les premières semaines de juin. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, profitez du soleil qui arrive. Salut!